Bonjour tout le monde, merci de vous être déplacés pour ce 33e Meetup AWS à Lyon. Donc ce soir on a deux sujets euh, très intéressants, hein. Le premier, ça va être un retour d'expérience qu'Aurélien va nous présenter pour une migration donc de Kubernetes vers du serverless. Il va vous donner beaucoup plus de détails sur sa migration tout à l'heure, d'où il a commencé et comment il est arrivé au serverless. Et le deuxième, c'est Walid qui va nous présenter un outil SteamPipe pour faire de l'inventory, donc pour des buts d'audit, de sécurité, et voilà, avoir votre inventory de ressources. Donc, comme d'hab, vous avez le lien pour le user group, donc le site lyon-aws.fr. Vous pouvez trouver des informations dessus. Pour l'agenda de ce soir, qu'on a les deux Rex, le Rex et le sujet que Walid va nous présenter. À la fin, on aura comme d'habitude des pizzas et des boissons. Donc la plupart, vous êtes là pour ça, je sais. Pour les prochains meet-up, pour le moment, on n'a pas de sujet. Donc on compte sur vous si vous avez des sujets, des talks que vous voulez présenter. Voilà, ou des talks que vous voulez écouter. Nous, on cherchera des speakers pour vous. Pareil pour les events AWS à venir. Donc, pour le moment, voilà, on est un peu dans la période creuse où il n'y a pas d'événements. Vous pouvez aller toujours voir sur le site AWS pour les différents events qui pourront être présentés. Et pour finir, le Slack. Donc, vous pouvez trouver le lien du Slack sur lyon-aws.fr. Si vous n'êtes pas déjà dessus, c'est le Slack francophone AWS où vous allez trouver tous les experts AWS francophones. Donc vous pouvez poser vos questions, discuter des différents sujets. Et vous allez nous trouver aussi sur ce Slack-là. Voilà, encore une fois, bienvenue à tous. Merci d'être venus. Et on passe la main à Aurélien. Eh bien, bonjour à tous, et puis même rebonjour à tous, vu que vous êtes là tous croisés. Ce soir, je vais vous faire une petite présentation qui va durer environ 40 minutes. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer. Autour d'un retour d'expérience d'un passage de Kubernetes vers du serverless. Je vais commencer par me présenter parce que je vois déjà pas mal de têtes connues ici, où j'ai même bossé avec, mais pour le coup... pour les autres, pour moi c'est Aurélien Perrier, du coup je suis un cloud architecte DevOps. Je suis à mon compte depuis 3 ans, mais en fait ça va bientôt changer, vu que je vais rejoindre une société suisse dans le mois qui suit, pour le coup qui est Socube, qui est une ESN qui est basée à Genève mais aussi à Paris, et qui prône les valeurs cloud native, et aussi de l'architecture bien faite, et pour les migrations, pour le coup, des clients en Suisse, sachant qu'ils ont toujours un léger retard par rapport à nous en France, par rapport à ce qu'on connaît. J'ai pu travailler avec divers clients de tout secteur, pour le coup l'audiovisuel, les transports, l'IA, le streaming musical, l'énergie, ou même la santé. Et ce soir, on va plus se focus sur une de mes œuvres, pour le coup. Qui est donc un véhicule d'investissement qui s'appelle Arza Capital. C'est une société qui n'est pas commerciale, c'est une société patrimoniale pour moi, donc c'est-à-dire c'est de l'investissement uniquement pour moi, je n'ai rien à vous vendre ce soir. Le but avant tout, c'est pour moi de rechercher des opportunités sur des sociétés cotées ou dans de l'immobilier, en sélectionnant des actifs que j'aurais bien travaillé à l'avance, et puis trouver les opportunités de les acheter avec un investissement long terme, et si possible, participer aussi à la vie de l'entreprise, moyennant des votes, etc. etc. Et tout ça, en fait, parce que ça dure depuis 5 ans maintenant que je me suis lancé dans ce projet, ce qui a été bien, c'est que j'ai pu vraiment pousser ma culture technologique beaucoup plus loin que tout simplement travailler avec d'autres entreprises, parce que pour le coup, j'ai pu bosser avec des entreprises plus la mienne. Et du coup, ça m'a poussé à apprendre d'autres langages, aussi dans des stacks de messaging, du real-time, plein de stacks différentes. J'ai fait beaucoup d'essais et on en verra notamment 3 dans les slides suivantes. Et sur l'autre partie, une culture économique qui s'est vachement étendue par rapport à ce que je connaissais,
D'ailleurs, c'est un défaut en France, c'est qu'on a un gros déficit de connaissances sur l'économie, pour moi, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on ne comprend pas vraiment comment tout ça se développe, comment est géré les finances d'un pays, etc., ou même d'une entreprise. Et du coup, ça peut laisser à des mauvaises compréhensions de la part du public. Du coup, moi je vais vous partager aussi, parce que j'ai eu pas mal de lectures pour comprendre tout ça, avant qu'on commence sur la stack technique, vous partager 5 livres pour le coup, dont un que j'ai préféré d'autant plus, qui est Principal, de la part de Ray Dalio, qui est un super livre, je vous incite tous à le lire. Et puis pour les autres, c'est un peu plus spécifique, soit pour le coup la partie The Intelligent Investor, pour le coup, qui est plutôt vue long terme, et pour l'autre côté, pour la partie quant, pour les investisseurs vraiment court-termistes. N'hésitez pas à lire cette bonne lecture en anglais, pas en français. Maintenant, je vais vous parler plus de mon projet, qui, on peut dire, est un projet vraiment très mouvementé, qui est passé par plein de phases, parce qu'il a fallu que j'apprenne d'un côté sur les sujets éco, sur la partie développer ma culture tech, comme je vous l'ai dit, et il y a eu pas mal de changements. On va rester sur les invariables, pour le coup, pour commencer. Ce qui n'a pas bougé depuis que ça a commencé jusqu'à maintenant. Moi, je me suis basé vraiment sur Go, principalement. Simplement, c'est un langage compilé qui allie performance et simplicité d'écriture. Et puis aussi, pour le threading, c'est super simple à faire. Et pour la partie Rust et Python, on est plus sur des features plutôt critiques pour moi, où dans Rust, on va trouver vraiment de la performance vraiment à son extrême. Et puis pour Python, vraiment le côté très mathématique. Je vais vous montrer un tout petit peu d'historique très rapidement, parce après on basculera vraiment sur la partie microservices et ce qui vous intéresse. Mais le projet, il a commencé avant tout sur une stack qui a vraiment rien à voir. On est en monolithe pour le coup, sur une visu vraiment court-termiste, avec du messaging. On reçoit toutes les cotations, on les traite, on trouve des opportunités, on achète toutes les secondes, toutes les minutes. Bref, très 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 court. Et tout ça, ça s'est organisé entre donc 2018 et 2020. C'était vraiment première écriture, première stack, première librairie générique, etc. qui vont se partager par la suite. J'y trouve déjà un peu de rentabilité, mais il y a des gros problèmes, notamment en fait sur la partie onéreuse. Alors c'est pas vraiment les machines qui coûtent cher, en vrai c'est vraiment des centimes pour le coup quand on parle de ce type d'infra, mais le problème c'est plutôt le côté monstrueux du nombre d'actions que je vais réaliser, qui est démentiel, parce que là typiquement 200 ordres par heure pour le coup à 25 centimes et 8 heures sur 24 et 20 jours sur 30, ça fait autour des $8000, juste en ordre, sans rien faire, et sans garantie de gagner non plus. Ça devient presque à jouer à la roulette, si vous faites les choses mal. Et d'autant plus que c'est du code qui on doit avoir une certaine application dans ce code-là, parce que concrètement, si on dévie très rapidement, on peut vite partir à la catastrophe. Donc c'est ça vraiment qui me faisait le plus peur, limite. L'argent, c'était une chose, mais le côté très stressant à maintenir, ça a été le côté assez tueur. Et puis évidemment, dans le côté tueur, c'est si vous n'avez pas le capital pour assumer ce genre de charge, vous êtes tué en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, etc. etc. C'est aussi ce que j'avais vraiment peur. Donc je me suis posé pas mal de questions sur la direction que je devais prendre. Et je vous ai fait une petite infographie de les directions que je pouvais prendre, et notamment c'est ce qui va orienter beaucoup le côté projet, où si on part de la gauche, pour le coup c'est vraiment une vision très long-termiste, pour le coup c'est plutôt de l'étude financière. Je te regarde Sabrina, l'étude financière. Et pour le coup, plus on glisse effectivement sur la droite, plus ça va être spéculatif, et on va rentrer dans un côté très programmation, et avec des robots et avec des sommes complètement faramineuses, alors que en fait sur votre gauche, concrètement vous pouvez partir déjà avec même 1€. N'importe qui peut y aller.
Moi, je me suis trouvé du coup à trouver un peu le juste milieu, et le juste milieu pour moi, c'était vraiment le jour et les semaines, où concrètement, ça me laissait le temps de allier, on va dire, résultats financiers et aussi trading. Donc je faisais du market timing, c'est-à-dire trouver le meilleur point d'entrée et sortir au meilleur moment. Et pour le coup, c'est là que je me suis dit que je vais aller peut-être le faire en microservice, parce qu'on va s'orienter plus sur une stack qui est vraiment beaucoup plus data, et non où on consomme concrètement de la donnée en live, ce qui n'a plus rien à voir, parce que vous récupérez la donnée au jour, du coup, et plus non plus à la seconde. On n'est plus du tout sur les mêmes échelles, et du coup, ça s'appuie sur des parties plus précises à certaines heures, d'autres, etc. Et ça a permis de scaler beaucoup plus facilement. Et notamment, j'ai fait un choix autour de Kubernetes, parce que déjà, c'est quelque chose que je connaissais déjà bien, et on verra que ça a été un gros billet. Que j'utilise depuis 2017 maintenant, et du coup ce projet m'a beaucoup appris dans le fond à manier des tas d'outils derrière. Et justement, c'est quand je parle d'outils, ce qui est super bien avec Kubernetes, c'est qu'il y a une grande communauté, et ça nous permet de choisir vraiment l'outil qui va nous intéresser vraiment de façon très précise. Donc là, j'imagine que vous connaissez un peu tous les outils dedans, pour les habitués. Et du côté vraiment dev, pour le coup, j'ai fait un choix de framework qui va vraiment tout changer par la suite, et on verra que ça a eu vraiment beaucoup d'importance sur le serverless. C'est un framework qui s'appelle Kratos, qui est d'origine chinoise pour le coup, et ce qui est bien avec les Chinois, c'est qu'ils ont l'habitude d'avoir des gros stacks qui scalent beaucoup, dû au nombre d'habitants, dû à l'e-commerce qui est important et qui est très développé. Donc du coup, il y a une stack qui est très découpée, comme on voit, avec des modules, notamment sur la partie authentification, où là j'ai pu utiliser du Cognito et rattacher directement. Tout ce qui est partie transport et du coup format d'API, je vais utiliser du gRPC. Le gRPC, c'est un protocole open source qui est fourni par Google et qui s'appuie sur HTTP2. Ça permet notamment aux développeurs de créer des définitions et après de générer le code des clients et du serveur pour faire des échanges par message. Ça permet aussi de faire des échanges qui sont bidirectionnels ou du streaming. Ça permet de quand même faire des choses assez larges, et aussi c'est un langage un protocole qui est très strict, parce que concrètement il attend une entrée et il attend exactement la même chose à l'autre bout. Donc du coup vous envoyez quelque chose, si vous ne voyez pas ce qu'il veut, concrètement il va vous rejeter instantanément. C'est ultra strict. Sur les autres parties, je vais pour les microservices, je vais faire un choix aussi qui est assez qui a étonné quelques personnes aussi, notamment sur la registrie, l'enregistrement des microservices, qui est Consul. J'aurais pu tout à fait utiliser Kubernetes en fond, parce que pour le coup il y a une notion de service où on peut faire un appel à l'API de Kubernetes, récupérer ce qu'il faut, et vous savez exactement via des noms, etc., où est-ce que vous avez vos autres microservices, et vous savez à peu près tout votre stack. Le souci avec ça, c'est que vous avez une couche réseau supplémentaire qui est les services, et qui m'intéressait pas, honnêtement, et le load balancing aussi était pas exactement ce que je voulais, pour le coup. Je voulais quelque chose de beaucoup plus réparti en termes d'algorithme, pour le coup, en termes de load balancing. Et du coup, Consul me fournissait à peu près le meilleur, dans le sens où je pouvais faire un point déjà. Donc je passe plus du tout par les services. Je fais pod to pod. Donc j'ai un mesh. Je mets pas de TLS, pas besoin dans mon cas. Et au bout de l'enregistrement, moi j'ai juste à créer le plugin qui est en face. Chance, Kratos me le fournit. J'ai juste à m'enregistrer mon microservice et après la stack se découvre tout seul. Sur les autres parties du classique, notamment pour logging et metrics et tracing, pour le coup, logging, tout simplement, ça va être du JSON pour le coup en sortie pour traiter. Les métriques du Prometheus, classique à Kubernetes pour le coup. Et pour le tracing Jaeger, pour le coup, que je remonte et qui me permet notamment d'optimiser mon code au fur et à mesure
et trouver aussi des axes d'amélioration. Pour la database et le cache, ce sera du custom, tout en sachant que la règle est simple. Vous avez dans le cache, vous tirez dans le cache. Si vous n'avez pas dans le cache, vous tirez dans la base de données et vous enregistrez dans le cache après, et après ainsi de suite, quand vous avez ou pas. Voilà. Pour un point un peu plus AWS, pour le coup, je vais avoir en entrée de tout ça forcément un load balancer, pour le coup classique, un ALB, avec du Kong derrière. Kong tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez fiable, qui se base sur Nginx depuis longtemps et qui fonctionne superment bien et qui a des bonnes perfs. Et pour tout ce qui est microservices, comme je vous l'ai dit, on tapait sur du consul, tapait sur des bases de données type Postgre. J'ai essayé aussi de faire de la base colonne, pour le coup, qui est super. Le souci, c'est que la vraie base colonne, comme je l'attends honnêtement chez AWS, c'est du Redshift. Et Redshift, ça coûte très très cher, pour le coup. Là-dessus, je fais un premier choix dedans au niveau de la base de données pour Postgre avec du Aurora, tout simplement parce que j'y trouve de meilleurs perfs. Et ça, c'est vraiment bien. Il y a une seconde étape qui arrivera et que je parlerai pas plus ici, mais je vais passer en serverless aussi par la suite pour des raisons de stack qu'on parlera un peu plus tard. Sur d'autres services, plus rapidement, je vais utiliser aussi du Cognito, comme je vous le disais, pour l'authentification, des lambdas notamment, quelques lambdas pas aussi présents qu'on verra après, pour faire quelques petits traitements. Du SES pour les mails. Et il y a aussi un truc qui sort un peu plus de l'ordinaire. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont déjà utilisé, du Quantum Ledger. Le Quantum Ledger, en fait, c'est une base de données qui permet d'enregistrer en fait vos données, et c'est inaltérable. Et c'est vérifiable par cryptographie. Du coup, ça veut dire que moi, dans mon cas qui fait de la finance, ça permet d'enregistrer mes ordres et concrètement avoir un historique complet que personne ne pourra venir modifier. C'est-à-dire que mon comptable, s'il avait envie, il pourrait tout à fait lire ce que j'ai envoyé et voir ce qui s'est passé et se dire en fait c'était bien ça, et je suis sûr qu'il n'a pas touché. Donc je ne peux pas avoir d'influence moi-même sur ces lignes-là. Donc ça va servir donc d'historique. Sur des choses un peu plus classiques, j'utilise Prometheus, alors service managé, pour le coup pour faire ma fédération et récupérer ça en fond et avoir du stockage beaucoup plus longue durée. On verra que ça a été un choix où j'ai eu un peu de mal par la suite parce que ça coûte excessivement cher si vous commencez à avoir beaucoup de données, et ça m'a fait assez mal sur la facture notamment si j'avais été resté dans ce modèle là. Voilà, et puis après le reste, SNS, SQS, des classiques pour tout simplement trigger des lambdas, etc. Une chose que j'ai pas parlé, pour mes workflows et mes events, je vais rester cube-centrique. Ça va être un choix parce que concrètement c'est quelque chose que je connaissais déjà, encore un biais. Ou concrètement, c'est deux outils qui sont super bien, la partie Argo Workflow et Event, qui sont connectés, qui ont un écosystème qui sont aussi des mêmes auteurs, et du coup qui se complètent bien et qui permet d'exécuter du batching pour notamment recréer des stats, générer des résultats divers et variés, exécuter des choses en fond, etc. etc. Oui. Je vois Carpenter et Fargate. Pour moi, Carpenter, c'est uniquement avec du C2. Ouais. Oui. Alors pour le coup, merci. Oui, je me trompe ou Ah non, c'est bon, tu as raison. Pour le coup, Carpenter est utilisé uniquement avec des C2 en effet. Uniquement pour vraiment, dans les phases de batching justement, que je vous parlais juste avant, permettre de scaler autant que je le veux. Et sur la partie Fargate, c'était un peu particulier. J'avais uniquement quelques tâches qui étaient uniquement là pour jouer le rôle de gateway pour envoyer mes ordres au marché. Voilà. Ça répond à ta question ? Du coup, quelques stats. Concrètement, j'ai pris quasiment un an à trouver clairement une voie. J'ai dû aussi pas mal contribuer du coup aussi au framework, tout simplement pour avoir toutes les features que je voulais, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Créer aussi 11 domaines de microservices, donc ça veut dire en gros différentes grosses tâches, vous voyez ça comme des grosses tâches, des gros domaines d'action, par exemple pays, instruments, macroéconomie, des domaines. Ça fait environ un parc de 90 microservices, à peu près une centaine de chemins d'API et donc de features, et ça m'a fait créer en tout, à titre privé, à peu près 7 librairies et wrappers. Ce qui est cool avec la stack, c'est qu'elle reste quelque chose qui s'interconnecte très rapidement. Pour le coup, vous voulez intégrer quelque chose, paf, ça part, il est intégré, et vous avez juste à interconnecter vos tâches pour qu'ils puissent consommer vos microservices. Ça, c'est vraiment très sympa. Et puis au-delà de ça, du côté microservices, c'est que c'est très scalable. Je me retrouve avec 3 nœuds au démarrage. Alors au début, j'ai commencé avec des T, et après je suis passé en M parce que bon, c'est pas possible à un moment. Et quand je lance les tâches, là, je peux scaler, d'où ta question tout à l'heure, sur Carpenter, jusqu'à plus de 15 nœuds. Et du coup, après, je reviens à une taille normale une fois que c'est terminé. Donc c'est vraiment une infra avec des spikes, principalement. Et c'est peut-être là que ça va clocher, d'ailleurs. Ce qui est cool aussi, du coup, j'ai une observability qui m'a permis de voir ça assez rapidement et commencer à me poser des questions. Mais au-delà de ça, ce qui avait une saveur particulière, c'est que j'avais créé moi-même quelque chose de Cloud Native Ready. Et ça, petite fierté personnelle, parce que pour le coup, je suis tout seul sur le projet. Ça, je voulais pas préciser, mais je suis tout seul à créer absolument tout, à lire des livres, la totale. Du coup, il y a un petit moment de fierté. Mais le moment de fierté, il va pas durer. Parce que je m'aperçois de quelques points qui sont très négatifs. Notamment, il y a un calendrier de démarche qui est vitesse, le monde avance, vous aussi. J'ai un client Go aussi qui change au passage et qui me crée des breaking change et on va dire c'était très embêtant. La discovery des microservices qui est très bien et comme j'ai dit magique, mais qui est aussi un gros spof. On en discute ensemble tout à l'heure, Benjamin. Et concrètement, plus de discovery, tout est cassé. Concrètement, vous avez juste l'historique de ce qui s'est passé. Il a récupéré les derniers pods et puis en fait, s'il a scalé entre temps, il n'a pas les IP. Fini. Il y a aussi ce que je commence à reprocher au fur et à mesure, et ça c'est une question de point de vue, c'est le cube-centrisme. C'est-à-dire qu'on va vraiment consommer beaucoup d'outils, pour le coup open source, de la communauté, ce qui est très bien au premier abord, mais quand on est chez AWS, c'est quand même bien de consommer du pass, parce que c'est des efforts en moins de maintien, etc. Mais ça c'est un choix avant tout, et c'est un choix qui se discute d'autant plus, notamment pour le coup quand on est multi-cloud, ça peut être très intéressant pour le coup d'avoir vraiment une stack très unifiée ou pas, ça c'est un choix. Et du coup, quand on a un cloud qui est unique, peut-être se recentrer sur une partie vraiment plus provider. Il y a aussi une autre chose, c'est que je maintiens de l'infra, du coup ça veut dire que j'ai du temps que je brûle et que je n'ai plus pour dev. Et ça, j'aimerais continuer d'avancer à ce moment-là. Donc ça m'irrite un peu. Parce que du coup, je suis pas là pour faire de l'infra, c'est pas une société d'infra, c'est une société qui est liée à la finance. Du coup, ça m'embête. J'ai une utilisation qui est, comme je vous l'ai dit, en spike. Et du coup, là, c'est peut-être le point qui a commencé un peu à me dire t'as peut-être pas fait un bon choix, t'as surtout eu un biais. Après, ça consommait 700 à 600 $ par mois. Bon, ça colle pleinement dans le budget business, on va dire, c'est pas grand-chose pour moi. Et les retours utilisateurs, alors c'est quelque chose qui m'a fini. Mohamed ne me regarde pas comme ça. Parce que c'est pas que c'était mauvais, c'est plutôt qu'en fait l'utilisation que j'en avais pensé n'était pas la bonne d'un point de vue business. Ou concrètement, ce qu'on va finir par me dire, c'est que ce que tu as fourni, c'est vraiment des API pleinement de back-office de trading et non pour les clients. Parce que les clients, en fait, sont bien connus et feignants. Ils veulent tout simplement verser de l'argent sur un compte bancaire et me laisser me débrouiller. Ce qui a pleinement du sens. Quelque
chose que, pour le coup, j'avais pas anticipé dès le départ, où je m'étais pas dit faisons comme ça. Mais à défaut, je me suis pas découragé et j'ai commencé à avoir d'autres voies, notamment des voies que je connaissais pas. Le serverless avec, pour le coup, au sens API, c'était pas quelque chose que j'ai beaucoup regardé ni vu dans des entreprises plus que ça. J'ai vraiment vu les lambda comme pour exécuter du DSL, du SQS, des triggers concrètement. Il y a des events et du messaging, mais pas pour de l'API Gateway. Et du coup, je vais reprendre assez rapidement un peu comment est découpé en fait un microservice pour essayer de faire mon serverless et comprendre que concrètement, en fait, c'est juste une relation où j'appelle une base de données, tout le monde est connecté dessus, et après, je fais ce que je veux, j'attaque d'autres microservices du domaine. C'est ultra simple. Et après, je retourne la chose au client. Et ce que je me dis là, en fait, c'est que concrètement, en faisant des appels à ces microservices, il suffit juste de reprendre tous les clients, pour le coup, de reprendre le code métier qui va avec, réutiliser, me connecter une seule fois avec ma lambda, ma base de données, et puis reprendre tout le code métier que j'ai fait pour les autres, et puis faire tous mes appels en réutilisant la connexion à la base. Et ça demande juste du design en fait d'un point de vue base de données, parce que ça évite, je suis obligé de me connecter une seule fois à la base de données, contrairement à avant où j'ai plusieurs connexions. Et le souci avec les lambda, concrètement, c'est que si on multiplie les nombres de connexions à la base de données, votre base de données elle explose aussi. Donc il faut aussi un proxy, ce qu'on verra après. Et là, j'ai une seule connexion qui tape sur toutes mes tables où j'ai besoin pour récupérer mes diverses data, puis je les renvoie. Tu as une question, Mohamed? Je te vois faire les gros yeux. Du coup, je reprends mon schéma, comment était fait mes microservices, concrètement, et je me dis, en fait, c'est très simple. J'ai plus besoin de discovery. De toute façon, c'est des lambda. C'est une tâche unitaire, donc plus besoin. Les middleware, je peux réduire, voire supprimer pour certains. Et puis pour tout ce qui est config, plus besoin de la récupérer dans Cube. De toute façon, c'est soit pour le coup de l'environnement, pour le coup je vais récupérer. Pour la partie authentification, c'est API Gateway avec Cognito qui va me fournir, qui va vérifier mes tokens, et moi j'ai juste à exécuter la charge et ce qu'on me demande. Et puis pour le coup, pour l'encoding et le transport, moi j'ai juste à renvoyer un JSON. L'API Gateway se chargera de me renvoyer au format que je l'attends. Et puis pour le logging et les métriques, CloudWatch fait parfaitement l'affaire, c'est intégré au lambda, rien à faire. Juste mon format de logging ne doit pas changer, exactement celui que j'avais en microservice, peut-être en ajoutant quelques fils ou en supprimant, mais c'est des détails. Et sur le tracing, on va utiliser X-Ray. Alors ça c'est la partie que j'ai peut-être encore pas assez bien travaillé, qui n'est pas terminée. Faut que je fasse en continu l'intégration pour savoir encore où est-ce que je peux gratter dans les temps d'exécution. Et voilà. Et sur la database et le cache, je n'ai absolument pas changé mes clients. J'ai repris textuel ce que j'ai fait pour le coup en microservice. Et de toute façon, c'était déjà une librairie qui était déjà réutilisée par tous les microservices qui étaient déjà en dehors. Donc, juste de la réutilisation. D'un point de vue schéma, AWS, en fait, ça simplifie beaucoup de choses pour moi, du coup, parce que plus d'infra, vraiment. Pour le coup, je me sépare vraiment de tout ce qui est 24/7, sauf pour la base de données. Et j'en profite aussi pour faire des améliorations, notamment sur la partie cache en amont avec un CloudFront devant que je vais mettre avec une API Gateway derrière. Et je vais du coup m'éviter des appels, notamment parce qu'il y a des appels répétitifs sur les datas, où je vais cacher de façon courte, et ça m'évite un certain nombre d'appels et de la charge de travail sur les lambda. Évidemment, lambda va dire aussi connexion en base de données, comme je vous l'ai dit, il me fallait un proxy pour éviter de me faire submerger sur les connexions en base. Il y a aussi autre chose que j'ai pas encore très bien pour le coup abordé,
sur le batching, je vous ai parlé de Argo Workflow tout à l'heure. Et j'ai décidé aussi, forcément en supprimant K8s, d'en sortir et prendre un service managé qui est Step Function. Et je vais en profiter, vu que c'est des charges longues que je fais, pour le coup de à peu près jusqu'à 1 heure, pour le coup d'utiliser de l'ECS avec du Fargate. Et du coup là j'en suis plutôt satisfait, parce que du coup j'ai une charge où je ne gère pas de serveur, je lance la bête, il me lance toutes mes tâches, il exécute, tue la tâche Fargate, j'ai plus de serveur à gérer. Pour ce qui est aussi d'autres choses qui sont arrivées, il y a EventBridge qui est arrivé dans le paquet, qui me sert notamment à lancer des tâches de fond à certaines heures, parce que pour le coup, il y a des consolidations dans toutes les bourses européennes, mondiales, et je m'en sers notamment comme trigger en fait pour lancer des workloads, et notamment de la step function. En tout, tout ça m'a pas pris beaucoup plus de temps que ça, parce qu'en fait il y a eu énormément de copier-coller, pour vous dire, où j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire, parce que le code était déjà extrêmement découpé. Et ça c'est dû notamment à comment était fait le framework que j'ai utilisé pour les microservices. Et donc reprendre tout le code métier, replacer, changer quelques parties pour notamment des connexions de base de données, utiliser les clients, etc. C'est tout. J'ai toujours mes chemins, mes chemins d'API disponibles, pour le coup comme avant. Je n'ai pas vu de différence. Sur les perfs, pour le coup, pour ceux qui se posent la question, évidemment, j'ai du call start, pour le coup, quand j'ai pas de charge, en premier temps. Et pour le coup, sur la partie perf de façon plus classique, pour le coup, je me retrouve sur des temps de latence qui sont à peu près équivalents. Pour le coup, j'ai plutôt une perf qui est perdue autour des 15%, ce qui est pleinement acceptable vis-à-vis de ce que je fais et ce que j'ai besoin. J'en suis plutôt satisfait. Par contre, il y a aussi d'autres choses que je me suis aperçu et qui m'ont paru plus étranges, notamment sur la partie Fargate, sur ECS, où j'avais fait des essais aussi en tâche pour lancer des batchs avec le KS Fargate et au tout départ, et en recomparant les chiffres, sachant que la tâche était la même, pour le coup, je me retrouvais avec 5% de perf de décalage sur ECS. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée pour le moment, j'arrive pas à savoir. Pour ceux qui sauraient s'il y a une diff qui existe entre les deux, de mon point de vue, il n'y en a pas, mais je sais pas. Je préconise d'aller sur EC2 pour les charges de travail un peu plus perf. Un peu plus perf, ouais. Avec des instances C, j'imagine. Voilà. C'est-à-dire la différence entre quoi et quoi? Entre Fargate. Entre Fargate EKS et Fargate ECS, Ah, ok. il y a une différence. Oui, Le type d'instance derrière qui est pas le même. tu pensais ça? Ok. Merci pour l'info. Vas-y. Est-ce que tu as utilisé la Stack Network AWS VPC sur ECS? Non. Je vais pas gratter plus que ça, cette partie. Tu as peut-être un impact parce que normalement par défaut, il me semble sur EKS, tu te retrouves connecté avec AWS VPC pour que ce soit intégré correctement. Ouais. Alors que ça va pas être le cas du coup sur ECS Fargate. Ok. Donc tu as peut-être Peut-être la quelque Stack Network à creuser. Peut-être à gratter. Je testerai. J'essaierai. On verra bien. Quelqu'un d'AWS ou bien Ah mettre oui. en commentaire sa réponse. Ouais, ça j'apprécierais. Après, les 5% pour le coup, ça tuera pas le business. Qu'on se le dise, c'est juste. Je me suis posé quand même la question pourquoi? 5% ça ressemble à un network quoi. Oui, très certainement. Sur les autres choses, pour le coup, je suis toujours ultra scalable en fait. Pour le coup, je peux lancer des pelles pour le coup de lambda en concurrence, pas de problème. Et ça me va parfaitement. Sachant qu'en plus, j'ai un public qui est plus petit. On va parler que de gestionnaire sur cette partie-là. La partie client, ce sera autre chose. Mais pareil, avec vraiment une enveloppe d'applicatifs qui est plus petite. Donc, on verra ce qu'on fera pour les clients. Pour les clients internes, quand j'entends pour le coup, pas de clients externes publics comme vous et moi pour le coup, comme je l'ai dit au début. Et il y a aussi autre chose que j'ai remarqué qui est assez amusant, et ça c'est compréhensible, sur les lambdas en conteneur que vous avez lancé VS
des Amazon Linux en fait où vous ramenez juste un binaire, moi je suis en Go, donc un binaire, ou vous du code. Bah non, parce que Amazon Linux c'est uniquement pour les binaires type Rust, C, etc. J'ai remarqué qu'il y avait 5 à 10% de décalage pour le coup de temps notamment qui est plus où j'ai plus de temps de lancement notamment sur les call start des conteneurs, et ça s'expliquerait j'imagine simplement parce qu'il est obligé de pouler l'image. J'étais sûr que tu allais intervenir, vas-y. C'est quoi la taille de lambda? La taille de lambda est toute petite, les images font 5 mégas pour te dire, c'est du scratch. Si tu mets les plus petites, t'as même pas un CPU en fait. Ah, tu veux dire la taille des lambda? Non, c'est un 256, quelque chose du genre, la plupart. Et t'as eu un papier intéressant récemment sur la partie lambda où ils ont expliqué comment ils font pour. Bah justement, je sais ce qu'il va dire du coup. En fait, Mohamed m'a recommandé de faire du power tuning. Et en fait, justement, j'étais en conteneur à l'époque. Et pour le coup, je me retrouve avec des tailles qui étaient bien autour de 256. C'est pour ça que ce choix-là a été fait au fur et à mesure. Il y a quelques-unes qui sont passées en 512. Mais parce que c'était beaucoup plus gros en termes de travail. Mais la plupart c'était du 56, tâche légère. Et au début j'avais bien du 228. C'était ça la question. Sur la partie observability et logging, sleeping complet, pour le coup il n'y a vraiment rien eu à faire. J'ai profité pleinement de l'intégration. Et ça coûte, on va dire, l'intégration en termes d'indépendance et tout, mais ça a aussi un côté pratique. Vous faites rien. Et c'est un choix. Sur le côté coût, pareil, j'ai complètement cassé le prix. On est passé 600-700$ à $200. Autrement dire, rien maintenant pour moi. Et ça c'est top. Parce que du coup, j'ai pas à gérer d'infra, coût qui est très bas, quelque chose qui me satisfait. En conclusion, je suis plutôt content parce que déjà je dégage du temps, plus d'infra. Avant tout, je suis pas là pour faire de la tech, même si j'adore la tech, j'adore Cube, mais ça correspond pas à ce que je veux faire pour le business. J'ai une structure logicielle qui est super simple où j'ai vraiment eu juste à reprendre ce que j'avais fait au fur et à mesure et améliorer et tisser. J'ai un centrage qui est vraiment sur AWS qui est beaucoup beaucoup plus profond qu'avant, moins sur forcément plus de cubes. Du coup on supprime le côté avec beaucoup plus d'outils, donc ça me libère pour le coup. Et la remarque que je fais pour beaucoup de clients qui font le choix de cube, pour le coup, c'est vraiment j'espère que vous avez un case qui tient la route. Je pense notamment à la SNCF où j'ai pu pour le coup où j'ai pu travailler, ou qui ont beaucoup de workload et un besoin d'ailleurs ils sont sur du multi-cloud, et du coup ça fait une interface qui est unique, et du coup c'est bien plus pratique du coup avec une interface unique de travailler que de travailler avec deux interfaces tout simplement. Sinon au-delà de ça, en fait vous pouvez travailler tout simplement l'ECS, ça fait aussi parfaitement l'affaire. Vous n'avez pas de master à gérer, ça coûte rien en termes de master non plus, vous payez de la tâche, du service. Mais au-delà de ça, pour le coup, vous êtes une grande entreprise, vous avez les moyens, allez-y, c'est cool. Pour le coup, vous avez une communauté de fous derrière Cube. Pour le coup, il y a des beaux events chaque année, pour le coup. Et puis toujours de nouvelles découvertes à faire autour de Cube. En revenant plus sur mon cas, pour le coup, je me suis aussi bien senti avec des lambda et des ECS, notamment pour la partie Spike. Parce que du coup j'ai pu avoir des grosses tâches pendant 2 heures où je me prends un gros pic en pleine tête, et puis en fait après c'est un calme plat, et ça m'évite de payer du 24/7 concrètement. C'est dommage de payer du 24/7 quand vous faites des grands pics, puis après il n'y a plus rien. Et puis en dernier, pour le coup, du Event Bridge et du Step Function est parfaitement efficace aussi pour remplacer ce que je voulais, ce que j'avais sur Argo, du workflow et d'event. Et ça n'a pas vraiment mis beaucoup plus de temps que ça à changer.
Parce que tout simplement, en fait, c'est la même logique. On reste sur du lancement de workflow, quoi. C'est un classique, c'est juste de l'imbrication. Et l'intégration AWS fait que aussi simplifier les choses. Quand vous lancez de la lambda, pour le coup, du step function, récupère le state, c'est fini. Par contre, pour ECS, c'est un peu plus embêtant, il faut faire quand même beaucoup plus d'intégration. Vous allez devoir renvoyer via du code. Concrètement, vous allez préparer votre code pour dire bah, cette tâche est finie. Donc ça demande une légère intégration supplémentaire. Mais ça s'arrête là. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ouais, moi, sur la partie UCS Fargate, lambda, sur ton use case, pourquoi tu as utilisé Fargate du coup? Pas envie de gérer des machines. La vérité. Non, pour la partie. Si tu reviens sur ton schéma, là, je crois que c'est 2-3 slides avant. Quand tu parles de. Oh là là. Pourquoi UCS Fargate, Step Function, UCS Fargate vs le lambda? Tâche longue. Comme je disais, ça dure 1 heure. Ok, d'accord. C'est vraiment ça, sinon si je pouvais faire de la lambda, je le ferais. Hein. D'ailleurs, je le fais sur certaines parties, micro-parties, qui sont vraiment courtes. Bah, en fait, ça m'évite de faire de l'intégration, comme je disais, avec USDK, des choses comme ça, XSCK, enfin, j'en ai rien à faire. Hein. Moi, ce que je veux, c'est aller le plus vite possible. C'est quoi le sizing des tâches que tu as sur Fargate Sur Fargate, ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est du calcul, par exemple, de stratégie, bah là, je vais bourriner. Je vais mettre 4 CPU, 8 CPU. Et ça aurait pas été intéressant d'avoir dans ton ECS des ASG qui auraient pu scaler au moment de tes tasks? Possible. Toi à la place, enfin pour avoir en gros des CPU plus alloués et avec Sachant un cost qui peut être moindre côté instance. Tu veux dire qu'on pourrait scaler de 0? Oui. Ok. Ça c'est Donc pas vu. d'arriver à avoir des ASG scalés à 0 au niveau de CS, tu payes pas les masters comme ce que tu as avec EKS. Ouais. Donc tu peux avoir du coup Tout à fait. ton infra à 0. Et en fait c'est uniquement quand tu as un task qui est demandé dans ECS que là il va scale up du coup tes nœuds demandés à la taille demandée. Et l'avantage c'est que tu peux faire aussi des commitments du coup sur tes typologies d'instances de tes. Parce que c'est vraiment moi très orienté CPU pour le coup. Ah justement du coup tu peux Oui, vraiment le CPU, commitment côté instance CPU tout en pensez. profitant de ça à ce niveau là quoi. Ok. Bah ça va être peut-être quelque chose à tester du coup. Merci. Est-ce que tu as envisagé AWS Batch pour cette partie-là? J'ai posé la question notamment quand j'ai eu Scala, j'ai posé aussi la question à Mohamed aussi s'il avait un avis dessus. Je vais dire c'était une couche supplémentaire, mais ça pouvait aussi l'être. Juste, j'ai pas mis. Honnêtement, c'est un choix. Après, faut juste voir ce que ça m'apporte en plus. J'ai pas vu quelque chose qui allait m'apporter une couche supplémentaire, que ce soit d'abstraction, de facilité ou quoi au caisse. Même si je sais que c'est possible. Est-ce que tu gagnes de l'argent au bout de la fin? Oui. Ah oui. Oui. En fait, c'était déjà un projet qui était déjà rentable il y a 5 ans. Parce que je générais juste de la stratégie et c'était très simple. Même si j'avais quelque chose qui était très risqué. Et aujourd'hui, bah déjà, je suis plus à l'aise dans mes baskets. Parce que c'est plus simple. Plus comment dire, on peut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. On n'est pas dans l'urgence, quoi. Et ouais, oui, c'est rentable. Si t'avais une question de chiffres, je n'allais pas te répondre tout de suite. Vas-y. Moi, c'est une question plus développeur que infra. Ouais. Donc, le serverless, c'est une plaie en termes d'outillage. Ouais, ça peut. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un retour des outils de dev que tu utilisais avant avec Cube? Ouais. Et les nouveaux outils que tu utilises, l'automatisation, le scripting, ce genre de choses? Moi, je suis resté sur quand même des choses très simples. Pour le coup, comme c'est du Go, pour le coup, ça reste du compilé, pour le coup. Et pour le coup, moi, en Go, on a des outils qui nous permettent de faire pas mal de choses. Notamment, je pense à... Il y a des gens qui font du Go ici? Ah, bon. Il y a un qui sauve la fratrie. Notamment, Go Releaser, c'est un outil qui nous permet en fait de tout faire nos builds, nos packages, tout, la totale. Le release management, tout balancer d'un bloc. Et du coup, j'ai pas eu, tu vois, à recréer beaucoup de scripts ou quoi aux caisses. Les 3 quarts a été fait en fait.
Et en local, comment tu développes, comment tu testes en local? Et ben, en local, souvent, moi je montais en cube. Les deux? Pour le coup, local stack, dans le cas, pour le coup, lambda. Et dans le cas plus AWS, bah, simplement j'avais un minikube, tu vois, un kind qui était monté. Et même si, en fait, à force, honnêtement, c'était hard. Parce que ben, un cube, ça pèse lourd aussi. Donc il faut avoir des backends qui savent c'est lourd. Et c'est là que j'ai l'idée de craquer et de prendre un Mac Studio avec 64 Go de RAM. Ça te rappelle peut-être une histoire. J'ai le même problème. Oui, voilà. Dans le tout début de LocalStack, quand j'avais testé le comportement, pouvait parfois être assez éloigné d'AWS. Ouais. T'as Confirme. pas eu. Si, si. Est-ce que c'est encore le Si, cas si, j'ai eu des soucis. Et en fait, à force, c'est simple. J'ai dupliqué mon environnement dans un autre compte. Et puis, bah tant pis, j'ai été redéployer simplement en fait, des lambdas en réel, quoi. Et voir le réel, mais c'est sûr que j'aurais préféré avoir. Faire aussi du local stack tout le temps. Mais là, je me suis des fois un peu arraché les cheveux. Ça va être quel type de service que tu as eu des soucis sur LocalStack? Vraiment sur des parties exécution, j'avais des erreurs. Et notamment sur la partie lambda, j'ai eu des soucis en fait. Et c'est un peu la reproduction d'event. Ouais, c'est ça, exactement. Reproduction d'event. Quand tu fais du local stack, tu peux le containeriser, même si après tes lambdas sont pas conteneurisés en Go. Tu containerises souvent pour moi, tu t'assures une couche Oui. standard et t'as moins de problème. Ça. C'est la technique. Quantum Ledger, je connais absolument rien, mais genre S3, en faisant du Warm sur S3, ça suffit pas. C'est Warm, c'est tu vois, write once, read many, c'est en gros que tu écris et que tu peux pas altérer. Du coup, Quantum Ledger, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça apporte quoi de plus du coup Pour vis-à-vis des ledgers lambda, c'est ça que tu veux dire? Pardon? Dans quel contexte Tu parlais du fait que ton comptable il peut aller sur Quantum Ledger et il sait que toi-même tu auras pas Ah intégré la cryptographie, c'est ça genre... Oui, c'est en fait, c'est côté. C'est une blockchain. Oui. Ah, ok, d'accord. C'est une côté safety en fait. Ok. C'est le côté. Là, pour le coup, t'as toutes les traces quoi. C'est mon archive très très long terme, même si effectivement S3 peut jouer ce rôle. Là, oui, il y a le côté cryptographie qui C'était joue. nécessaire dans ton cas, parce que tu parlais de finance, etc. C'est mieux de se rajouter un standard supplémentaire que pour en avoir dans ce cas précis. Donc, quand tu seras en mode commercial, si tu as un audit Voilà. des impôts, un truc comme ça, je pensais de l'autorité exactement à des ça. finances, Ok. qui te demande de présenter plus tes simple à comptes coder, historiques. Surtout que ça me coûte 0. Hein. Dans les faits, Ah ouais. Quantum Ledger, c'est vraiment quelque chose de pas cher. Ah, ok. Pour le coup, S3, encore moins, mais Ouais, c'est pas cher. là, je faisais une requête SQL, tu vois, dedans. Je vois que tu as mis un peu de bedrock là. Oui, alors je sais pourquoi tu me poses la question. Non, vas-y, dis-moi. Pour le coup, il y a dans cette stack-là qui a été rajoutée des features supplémentaires sur le traitement des news, notamment. Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle stratégie de news qui arrive. Et notamment celle-ci, en fait, elle agrège en fait, certaines infos qui sont aussi retraitées notamment avec du comprend par-dessus pour extraire les infos principales. Donc, en gros, Bedrock, résumé, comprend, extraction. Et ça me permet aussi de mettre des scores avec comprend. Je lis les deux réponses, hein. Plus simple. D'avoir le score à la fois si c'est positif ou négatif pour mon sujet sur comprend, et de l'autre côté le résumé pour savoir ce que j'ai vraiment à récupérer de l'info en termes de news. Voilà. Et j'ai mis de Bedrock, mais en vrai, pour le coup, alors le problème avec Bedrock, c'est ils ont mis d'une Nvidia partout, et c'est très très cher à exécuter. Il y a des concurrents qui font mieux à l'heure actuelle, pour le coup, pour beaucoup moins cher. Je pense à Grok, je t'en ai déjà parlé. Et il y en a d'autres qui sont avec des puces custom. AWS a des puces custom pour le coup, mais je sais pas s'ils les utilisent sur Bedrock. C'est pas transparent sur le sujet. Ce qu'on s'aperçoit sur des graphiques qui sont publiés en termes de prix et de performance, tout simplement en fait Bedrock et Azure notamment sont pas folichons en termes de performance ni de prix. Du coup, en attendant qu'ils améliorent les choses, alternative. Voilà, ça répond à ta question.
Le scaling de ton Aurora, là, ça se passe bien? Le scaling, pour le coup, à l'heure actuelle, j'ai sursizé un peu mon cluster, pas de scaling pour le coup. Mais en fait, c'est pour ça que je veux faire du Aurora serverless, parce que Spike. Et justement, j'ai eu un peu peur de là-dessus. J'ai pas fini de tester tout ça sur cette partie, et je suis même pas sûr que je prendrai temps de faire, parce que ma réservation de machine, elle s'arrête en octobre prochain. Donc pour le coup, là, je vais avoir des choses à faire dans les mois qui arrivent. Pas sûr que j'ai eu le temps de faire tout ça. Et du coup, j'imagine que tu as eu des soucis si tu t'es posé la question. Bah non, mais si t'as des pics de charge à gérer, les bases, Oui, ce genre de base, c'est pas tu te fais éclater. C'est pas du dynamo, quoi, ça Ouais, va pas supporter c'est les ça. charges de charge. C'est pour ça. Après, vu que les pics, c'est quand il lance ses batchs, Oui, tu tu peux peux prévoir. déjà Tu peux prévoir. schedule justement. Dans la step function, tu rajoutes au Oui. début un petit Schedule de petite 1, quoi. notation, C'est schedule 1, de 2, de 3, enfin peu parce importe. que c'est pas des pics qui sait pas quand est-ce que ça arrive. Oui, c'est des pics prévisibles, hein. Ça je l'ai pas précisé, mais pour le coup, clôture de marché, les heures sont toutes les mêmes, sauf toujours les mêmes, sauf quand on a décidé de faire des changements horaires. Après, ça pourrait se baser sur des reads répliqués, Oui. ce genre de choses. donc Oui, clairement, ça quoi. peut être ok. Après là, comme c'est prévisible. Autre question? Tes postes de coût aujourd'hui, dans ton billing restant, c'est quoi que tu as rattaqué? La base de données. La vérité, c'est ça, c'est que c'est la base de données qui brûle à peu près 80% du paquet, quoi. C'est bon signe. Oui. Comme il disait, prends pas Dynamo du coup quand... Dynamo, en fait, j'ai des séries temporelles et je retourne la base toutes les nuits. Donc ça va pas le faire. D'un point de vue pricing, je vais exploser la facture juste en Dynamo. Même si Dynamo c'est incroyable. Même en réservation ou quoi, t'as fait l'essai. J'ai tenté de faire des simus par rapport à peu près à ce que je peux brûler. Non, là je vais brûler du cash à plus savoir qu'en faire. Donc ça va pas être possible. Et puis il y a d'autres soucis que j'ai eu, notamment on en parlait Benjamin, du listing, qui peut être aussi embêtant. Une fois que c'est fait, c'est bon. Mais c'est quand même chiant, il y a des choses qu'il faut prévoir à l'avance. Bah, pas pratique finalement, même si j'ai essayé. Hein. Et il y a un autre qui m'a aussi suggéré la chose. J'ai posé la question. Eh ben, tu me posais la question, mais ça m'incite à le faire. Autre question? Parfait, je pense qu'on va pouvoir souvent. Merci. Merci. Et bonjour à tous. Donc moi, comme Mounir a dit à l'introduction, je vais vous présenter un outil qui s'appelle SteamPipe. Je vais dire pourquoi je suis tombé dessus et un peu un retour d'expérience aussi que j'ai eu chez un client en essayant de mettre en place l'outil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Walid, solution architecte chez Teamwork, anciennement Core Expert, pour certains anciens ici je crois. Et voilà, donc je vous bosse pour des clients divers et variés. Je suis de Marseille, vous allez l'entendre rapidement, si vous ne l'avez pas déjà entendu. Et voilà, je fais pas mal de FinOps chez des clients et d'autres choses aussi. SteamPipe, je commence par la partie commerciale, ceci n'est pas une affiliation, mais je fais la partie, on va dire, high level. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça se connecte à une source de données, telle qu'elle soit, et ça affiche les données en format SQL. Et ensuite, il y a un moteur où on peut faire des requêtes SQL comme sur n'importe quelle base. Et ce qui est pas mal, c'est que on peut faire ça sur plusieurs cloud providers. Il y a d'autres outils aussi, Slack, GitHub, même Cube. Et c'est quelqu'un de la boîte qui m'a fait découvrir cet outil-là. Et pourquoi je me suis posé la question sur cet outil de base, c'est que je me suis dit, quand on fait des missions chez des clients en général, on a besoin de certaines infos, on n'a pas accès à tous les comptes AWS directement, et quand on a accès à certains, à l'outil d'inventaire, il faut nous demander les droits pour AWS Config pour avoir l'inventaire. Mettons, on arrive chez un client et on dit voilà, je veux régler mon problème, saving plan, réservation d'instance, RDS, etc. Donc du coup, quel outil d'inventaire on a à notre disposition? On a AWS Config. Donc déjà, les premières choses, c'est qu'il faut demander les droits sur AWS Config, premier problème chez le client. Deuxième problème, c'est que l'outil de base, il est très limité et il faut vite commencer à mettre Athena, etc. Donc là, du coup, le client, il dit attends, mais moi, je te demande de me faire un inventaire, tu me sors l'usine à gaz Athena. Voilà, c'est souvent la réponse qui est donnée. Et le client reste quand même toujours friand quand on parle à un CISO ou à un CTO de la partie
compliance, security, opération et les coûts, bah, ça intéresse tout le monde. Donc du coup, ils veulent quand même se pencher sur le sujet. Voilà, donc du coup, c'est les sujets là, sur la capture d'écran, c'est la capture d'écran du site de base. C'est qu'une fois qu'on a la partie SQL, on peut faire un select et faire un where et mettre des chiffres, etc. Voilà, c'est aussi puissant que n'importe quel moteur SQL. Comment on commence? Du coup, j'ai commencé à poker le truc. Comment on commence? On a un fichier de conf qui s'appelle aws.spc. Et là, on va configurer des connexions. Donc, une connexion, c'est un compte AWS. Et ensuite, on peut agréger les comptes AWS. Donc, en gros, là, avec cette conf, je peux faire select from cette connexion-là. Et du coup, j'aurai que les ressources qui sont dans ce compte AWS-là. Pareil pour l'autre. Et si je crée un agrégat, comme je le crée ici, là, je vais avoir 2 comptes dans mon agrégat. Donc là, si je fais select from aggregate all, je vais avoir toutes les ressources qui sont dans les 2 comptes. Une petite question, du coup, c'est pas du SaaS, tu installes l'outil sur ton Ouais, ordi? c'est en local. Oui, c'est Ouais. local, hein. C'est en local. C'est un outil en local. Du coup, je vais venir après. J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est que du coup, il y a la partie locale open source full gratuit. Et ils offrent aussi un SaaS et je vais revenir dessus. Parce qu'en fait, je me suis intéressé au produit quand le SaaS n'existait pas encore, il n'y avait que la partie open source. Et du coup, j'ai parlé avec les gens de la boîte du coup, pour savoir qu'est-ce qu'ils préparaient dans le SaaS et est-ce qu'on aurait les mêmes problèmes qu'un AWS config au final. À quoi ça ressemble rapidement? Sur la partie query, voilà, donc un select classique où là je vais afficher mes instances type et avoir un output. Je peux décider mon output CSV, HTML, YAML. Il y a différents outputs, donc ça ressemble à ça, donc un CLI sur votre poste. Ensuite, j'ai regardé un peu la communauté. Est-ce que la communauté du produit elle est active? Du coup, ils ont un Slack qui est pas mal et il y a pas mal d'activités. Et sur le Slack, je me rends compte que il y a des repos Git où ils fournissent en fait des dashboards préfaits. Donc en fait, ils ont la partie requête SQL et après on peut créer des contrôles et des benchmarks et du coup des templates. On peut créer des modules de check. Et du coup, la communauté de base, eux, ils créent des modules. Donc parmi les modules, il y a plein de dashboards. Et il y a les dashboards suivants sur la partie compliance, sur la partie tagging, sur la partie FinOps, les choses intéressantes. Et ce qui est pas mal dans ça, c'est qu'une fois qu'on lance la partie dashboard, encore une fois pareil, un CLI en local, là, sur la partie sécurité, il y a tous ces frameworks. Et le travail est déjà fait, il n'y a rien à faire, donc ils proposent un catalogue. Je vais faire une analyse CIS de mes ressources AWS, je lance le dashboard et je vais avoir le résultat de mon analyse. Donc ça c'est pas mal, on va dire que la partie sécu est en général content de ça, il me dit ok, je vais avoir une analyse périodique de la partie CIS, sauf que là je suis en local sur mon poste, du coup après on va voir comment ça peut se passer. Donc moi je teste un peu tout ça, je teste cette partie là, je me dis ok c'est pas mal, sur la partie sécu il y a pas mal de choses. Ça ressemble à ça, c'est la partie HTML, donc ça génère un fichier HTML, on peut le parcourir comme ça répertorie les ressources, donc là SSH 4.0, ça va pas, et du coup voilà, il y a plein de choses, donc SOC 2, GDPR, et la partie, c'était un peu le sujet de ma mission, c'était la partie FinOps. Il y a une dashboard sur la partie FinOps où ça montre les classiques sur les EBS, la partie base de données, etc. Et ça ressemble à ceci, où voilà, all the best snapshots, la partie volume avec pas beaucoup d'usage parce que ça récupère les infos CloudWatch, etc. Encore une fois, pour from scratch, le config, qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est un rôle en read-only sur le compte, comme je l'ai montré sur la connexion. Donc vous avez un rôle en read-only et ça fait le travail. Donc là, je parle du coup de comment ils sont construits ces dashboards, donc les contrôles et les benchmarks. Et en gros, je vais venir créer un contrôle. En gros, je vais sur la partie lambda, ce qui n'est pas tagué. Donc là, j'ai ma requête SQL et ça devient un contrôle. Et du coup, à partir d'un contrôle, je vais créer un benchmark qui va constituer plusieurs contrôles. Et à partir de ça, je vais créer mes dashboards. Et donc là, on peut faire du custom, on peut faire ce qu'on veut. Si on a des règles spécifiques, on peut le faire, ou faire juste les frameworks qui sont proposés. Donc, si je comprends bien, la partie génération d'un dashboard, c'est déjà intégré à l'outil. Après, ce que tu as trouvé sur GitHub, etc., c'est juste des mecs qui avaient déjà des configs préchargés. Exactement. Ok. C'est ça. Donc ça, déjà des questions sur SteamPipe, là, ce que j'ai dit, est-ce que j'étais clair ou pas sur ce que ça fait? Ouais, ok. Donc maintenant, les problématiques d'AWS Config. Je
pense qu'on a tous rencontré ici, si vous bossez sur AWS, c'est le prix. Ça, c'est un graphe et un client. Donc voilà, l'échelle, elle est juste, donc ouais, c'était entre 30 et 40 cas par mois. Et il n'y a pas longtemps, ils ont sorti, trop cool, on fait plus du real time, on fait ça en daily, et ça va baisser beaucoup. Bon, moi j'ai testé, ça n'a pas baissé grand chose. Ça n'a pas baissé grand chose, ça va voire pas du tout baissé dans certains cas. Et tu confirmes? Ouais, voilà. Il y a une semaine, 2 semaines. Ouais, voilà. Ça n'a rien changé. Donc du coup, le pourquoi c'est cher. Donc le truc du real time, AWS ils vendent, du coup bonne introduction avec le talk précédent, c'est EKS, Lambda, ECS, ça scale dans tous les sens, trop cool. Mais du coup quand ils l'inventorient en real time, ça supprime, ça se recrée, et on paye pour rien. On paye pour du scaling. Du coup là moi sur ce client j'avais, je crois juste un compte, il y avait $700 de config parce que c'était un peu comme toi, c'était des batchs, ça popait 10 000 nœuds dans la journée, et pour 10 000 nœuds qui scale up et scale down, on se retrouvait avec une facture de $700 jour. Et donc c'est là où j'ai dit, bah ok, on n'a pas AWS config, on veut plus AWS config, comment on fait? Ah mais mince, on utilise Control Tower. Et du coup quand on utilise Control Tower, ben, on peut pas utiliser Control Tower sans AWS config. Du coup, mais aussi, par exemple, t'as d'autres services comme ça où ta config en pré-rec. Ouais, voilà, exactement. Donc il y a Security Hub, enfin voilà, il est un peu partout ce config. Donc du coup, on se dit, ok, ben, comment on enlève? Donc on commence à chercher Control Tower. Bon, nous, le provisioning de compte, pour nous, c'est pas un sujet pour l'instant. Donc on va pas passer du temps à ça. On a nos comptes, si on en a 40, on va pas en créer tous les jours. Donc on va pas passer du temps à investir sur comment créer nos comptes. Laisse ça comme ça et désactive mon config sur les comptes qui coûtent cher. Ok, mais du coup, si je désactive config, je désenrôle le compte dans Control Tower. Du coup, on n'a plus que le trail. Bon, c'est pas grave, fais-le, on verra plus tard. Donc du coup, je creuse la partie provisioning, j'essaie de convaincre, dire voilà, ben, mettons le nez dans Control Tower, quitte à l'utiliser, utilisons bien, je pas juste le truc out of the box. Donc là, je dive un peu dans Control Tower, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche. Donc du coup, Core Duty, c'est pas quelque chose qui est géré par Control Tower. Control Tower, ça va venir créer la partie Cloud Trail, la partie config, des comptes centralisés, on peut choisir quel compte, etc. Et il y avait la partie service catalogue, donc là c'est un peu la parenthèse Control Tower, où je trouve que c'est un produit pas fini moi de mon retour d'expérience, voire pas du tout fini. Et du coup il y a la partie un peu portfolio, ça fait des services catalogue, des produits services catalogue pour dire ben, je veux ça sur tel compte. Sauf qu'en fait, quand on commence à faire ça, on se rend compte qu'on peut avoir un produit par compte target, sauf que ben, si il y a 200 ressources dans un template confirmation, ça marche plus. Donc du coup on va pas commencer à tout mettre dans un truc, donc on va dire ok ben, forcément ils ont proposé une solution, donc on va regarder Control Tower, et là on nous sort les usines à gaz de Control Tower avec Terraform, Control Tower avec Service Catalogue. Bon. Donc du coup ben, on me dit ouais allez t'as déroulé le truc, tu t'amuses avec le catalogue, nous ça nous convient, donc du coup là pour l'instant tu restes ça, et config, tu enlèves les comptes qui nous coûtent trop cher, et pour l'instant ça va aller. Donc moi je dis ok, sauf que ben c'était une boîte, ils étaient en train de faire plein de rachats, on était en train de rapatrier plusieurs comptes AWS dans l'organisation, ils venaient avec le RDS, on venaient avec leur Elastic Cache, on venaient avec leur OpenSearch, donc il fallait faire des RI, etc. Du coup j'aurais dit bon ok, on a tous ces comptes là dans l'orga, maintenant je vais pas aller scripter un script bash pour faire l'inventaire des ressources qu'on a. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Et donc du coup là je dis bon, ok, ben, je propose Teampipe, et je le poke en local comme je vous l'ai montré en début, et après je dis bon, ok, ben, on va trouver une solution, quick and dirty, peut-être pas dirty mais quick, et on va essayer de déployer ça dans l'organisation pour avoir un inventaire de toutes nos ressources et que Steampipe soit consultable par n'importe qui à n'importe quel moment. Le but c'est ça, que le gars de la sécu veut faire une requête, SQL il peut, l'opérateur l'ops qui veut faire sa requête il peut, et on aura ça de manière centralisée. Du coup je me lance dans Code Build, je dis bah ok, dans Code Build, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste un petit script qui va récupérer mes comptes de l'organisation. Ça va me créer un petit script qui va créer en local toute la partie configuration de l'organisation, fichier de conf Teampipe, et ensuite je vais pouvoir faire mes requêtes comme ça. Et la sécu avait un prérequis, c'était qu'il voulait le CIS en weekly dans un bucket S3. Donc du coup je fais la partie scripting pour avoir ce résultat là. Donc ça, ben, comment faire ça? Très simple et rapide. Premier truc, une stack set pour déployer le rôle en read-only pour avoir ce rôle là dans toute l'organisation. Et ensuite sur le flow de mon code build,
très simple. Donc du coup au début je commence à faire un petit script pour faire la partie je veux générer mon fichier de configuration pour tous mes comptes AWS, créer mon agrégateur pour avoir l'agrégateur avec tous les comptes. Et là je me rends compte que sur la partie communautaire de SteamPipe, sur un des repos Git, il y a ce use case là en fait. Il y a la partie pour une organisation, je fais une boucle sur tous les comptes et je crée le fichier de compte. Donc du coup c'est ce que je fais dans le script. Je récupère le repository Git où il y a mes checks de compliance pour la partie CIS. Je récupère la partie SteamPipe pour la génération de la configuration. Et je lance mon script pour générer mon fichier AWS config pour la partie connexion au compte et mon fichier SteamPipe. Je lance mon rapport, je upload mon rapport sur S3, c'est terminé. J'ai pas mis 5 jours de TJM, tout le monde est content, c'est cool. Donc je fais ça, et pendant que je fais ça, je tryhard côté perso parce qu'il y avait un truc que j'avais en tête sur SteamPipe. Je me suis dit, bon, SteamPipe, là je suis en train de présenter un truc qui met des choses dans une base qu'on peut requêter. Et moi je vais prendre une Aurora, je vais mettre les trucs dans la base, et la base ne fera que exister, et du coup, de manière cyclique, je relance SteamPipe, ça va réfléchir la base, et donner la base, et moi je requête la base avec ce que je veux. Sauf que non, moi je suis mauvais en base de données, du coup j'essaie de faire ça, ça marche pas, et je me pose des questions, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Déjà, première petite galère que j'ai eue, c'est que derrière CodeBuild, c'est ECS. Et ça, je savais pas moi. Donc du coup, dans le fichier de conf, dans le petit script qui va générer les fichiers de conf pour se connecter au compte AWS pour créer l'agrégateur, par défaut, il y a la partie EC2. Donc quand on est sur la partie AWS config pour se connecter à un compte AWS, on va mettre credential source égale EC2 instance metadata. Si vous mettez EC2 instance metadata et que vous êtes sur une ECS, il n'y a absolument aucun message d'erreur, ça ne marche juste pas. Du coup, je commence à tryhard et merci Stack Overflow. Il n'y a pas de ChatGPT à ce moment-là. Donc je commence à tryhard, je vois qu'en fait que c'est sur que quand il y a le problème et que ça tourne sur ECS la partie CodeBuild. Donc ça m'a pris la tête un moment. Autre truc qui m'a pris la tête, et c'est là où le Slack, franchement il est top le Slack de SteamPipe parce qu'il y a le CEO dedans, tech, il répond aux questions, etc. C'est franchement hyper actif, donc c'est sympa. Et là en gros, je faisais mon fichier de conf, donc j'avais les noms, chaque nom de compte avait un certain ordre, et l'agrégateur avait un autre nom. Et moi quand je faisais une requête, quand on mettait pas d'argument en disant tirer, je veux soit l'organisation de l'agrégateur, soit un compte AWS, quand on mettait pas de nom, dans mon quick start, j'avais l'agrégateur direct. Je me suis pas posé la question pourquoi. Et du coup, je comprends pas comment on peut dire par défaut, pas besoin de mettre tirer organisation agrégateur, je veux que par défaut ça tape sur l'agrégateur. Donc du coup, je cherche l'option d'un fichier de config, je trouve pas le truc. Et là, je demande aux développeurs dans le Slack, ils me disent c'est par ordre alphabétique. Voilà, magnifique. Du coup, c'est écrit nulle part ça, et du coup, en gros, voilà, si vous voulez que l'agrégateur tape par défaut, il faut l'appeler agrégateur, ça commence par un A, et s'il y a notre compte AWS qui a un autre nom et qui commence par A, autre chose que AG, ça prendra dessus. Donc ça aussi, deux détails qui m'ont pris la tête. Donc quand je vous ai dit que non, SteamPipe, on ne peut pas le mettre dans une base de données, c'est là où je découvre un concept que je ne connaissais pas, c'est le Forward Data Wrapper. Donc là, moi je leur dis, vous avez dans la doc la possibilité de mettre une variable d'environnement, je m'exporte SteamPipe Workspace Database, je mets ma base, il n'y a absolument rien qui marche. Il y a 0 log encore une fois. Donc j'essaie de chercher et tout, je trouve pas. Là je repose la question au développeur, je leur dis en fait pourquoi vous empêchez ça? Donc là on commence à se dire ok, il y a une idée de SaaS derrière, il y a un projet open source, il bosse pas gratuit, donc peut-être qu'il y a une solution payante derrière, donc c'est ce que je me dis. Sauf qu'il n'y a pas de SaaS payant de ça. Et donc je commence à travailler, etc. Et là ils me disent en fait on est en train de préparer un SaaS là tout de suite de ce produit là, qu'on n'avait pas jusqu'à présent. À la base donc cette boîte qui est derrière SteamPipe s'appelle Turbot. Et eux, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché et ils proposent un style de Control Tower Security Hub AWS Config, tout packagé, et c'était en fait un SaaS unique, et SteamPipe c'était un composant de ce SaaS là. Et aujourd'hui, maintenant, ils ont séparé les produits, donc ils ont fait un SteamPipe qu'ils ont appelé Turbot Pipe, on peut l'acheter séparément, et à côté, ils ont ce produit qui s'appelle GuardRail, qui est l'équivalent Control Tower Security Hub, etc. Donc moi, à ce moment-là, je comprends pas, quand je vois le portfolio des offres, je comprends pas pourquoi on peut pas faire ça. Et donc là, je dis, ok, c'est l'approche commerciale. La partie data wrapper, ils l'ont codé pour que ça ne fonctionne pas dans une base centralisée, autre que chez eux dans leur SaaS. Donc là, je dis, ok, c'est quoi l'offre de SaaS que vous avez? Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas magique. AWS Config, ils ont un certain
certains pricing. Et en fait, si on retrouve ça dans ce sens-là, je pense qu'il va coûter moins cher qu'AWS Config, vu que c'est paramétrable, etc. Mais c'est au compute, au nombre d'users. Je vous montrerai le slide après de la partie commerciale. Mais voilà, c'est plus ou moins le même tarif que la plupart des cloud providers aujourd'hui, payé à la consommation. Il y a une baseline en termes d'users. Après, c'est consommation et nombre de requêtes CPU, quoi. Donc je traverse ça et je me dis ok, donc là la partie CIS pour la sécu, ils sont contents, il y a un bucket S3, ils peuvent voir en weekly son rapport avec du rouge et du vert. Et maintenant je me dis ok, mais maintenant moi, dans ma mission, FinOps c'est ma mission quotidienne d'Ops, je veux, quand je veux aller pouvoir requêter cette partie SteamPipe, avoir l'inventaire de mes ressources. Donc là je me dis pareil, simple, je vais prendre un autoscaling group. Je vais mettre un user data à l'intérieur, je vais mettre les mêmes scripts que j'ai mis dans code build, je fais un scheduling de stop start pour mon autoscaling group pour qu'il passe à 1 tous les matins et à 0 tous les soirs, et j'ai ma config, et celui qui veut utiliser SteamPipe, il va sur cette partie là. Il se connecte en SSM sur la machine, et là, il y a un truc, j'ai du mal à comprendre où ils veulent en venir avec ce point là. En fait, quand on démarre SteamPipe sur la CLI, quand on fait SteamPipe query, ça démarre SteamPipe au moment où on fait la query, il n'y a pas de service qui est derrière. Et moi je me dis c'est bizarre, pourquoi on ne peut pas faire service SteamPipe start and stop. Et du coup je creuse la doc, je vois que c'est possible, et que du coup on peut faire écouter SteamPipe sur son IP en faisant SteamPipe service start show password. Et vu que derrière il y a un SaaS, le show password est bien sûr dégueulasse, mais en fait ça c'est temporaire. En gros, vu que c'est la partie gratuite, ils permettent de faire ça. Et au moment où je fais ça, je vais pouvoir aller sur l'IP de ma machine, sur le port 91-93 et me connecter à ma base SteamPipe. Et du coup, vu que c'est un autoscaling group, ça se supprime régulièrement et celui qui veut utiliser ça depuis son poste. Donc le but, c'était que un Ops, il aille sur son poste, il se connecte au VPN pour rejoindre les services, les ressources qui sont dans AWS. L'autoscaling group il est démarré, il se connecte à SSM, il lance cette commande, il récupère son mot de passe et il se connecte depuis sa machine avec son outil préféré. Et l'autre truc que j'ai eu du mal à trouver aussi, qui était dans la doc mais assez caché, c'était que si on fait 2 fois la même requête et que je vais supprimer une ressource entre temps, c'est toujours l'ancienne ressource, quoi. Donc il y a du cache, et donc le cache, c'est cache clear sur la CLI, il fallait juste le trouver. Et l'autre truc que j'ai eu un long moment à comprendre pourquoi ça marchait pas, c'est mon problème de base, quand AWS Config on revient dessus, c'est que EKS ça faisait que scaler des nœuds. Et au moins scaler des nœuds, ça coûtait cher pour l'inventaire, etc. Donc là, moi, je me suis dit, je vais tester SteamPipe au moment où ça scale et voir comment SteamPipe réagit. Et là, SteamPipe pète en erreur dans tous les sens. Il n'y a rien qui marche, il me dit inventory non trouvé, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le use case en question du client, ça upscalait et downscalait tellement rapidement que SteamPipe faisait le premier tour pour dire ok, je veux ces inventaires de toutes les ressources, après je veux récupérer leur metadata. Et en fait, au moment de récupérer les metadata, la ressource avait déjà disparu. Donc du coup, c'était super cool. Et donc là, dans ce cas-là, je disais aux ops de pas faire de requête sur ces ressources-là. Elles étaient taguées avec un certain tag. Donc quoi, avec SteamPipe, on peut ignorer le tag sur la partie requête SQL, vu qu'on peut faire des requêtes SQL sur les tags. Donc ça, c'était le petit retour sur la partie SQL client. Donc ça, les gens étaient contents de ça, ils l'utilisaient au quotidien. Moi, je l'utilisais sur la partie inventaire, sur la partie FinOps contractuelle, sur tout ce qui est réservation, open search, etc. Et il y a un petit truc aussi qui dérangeait, c'était que dans toutes les tables, par défaut, j'avais pas le nom du compte, j'avais son ID. Et du coup, là, je regardais un peu, etc. Et en fait, dans le compte route de l'organisation, il y a une table qui s'appelle organisation account, et c'est là où ils mettent le nom du compte et son ID. Et là, un petit join pour avoir. Là, dans ce cas-là, on avait un sujet sur ce moment-là. On veut tous les buckets S3 qui sont publics, parce que le rapport CIS, voilà, quelqu'un de la sécu, on les connaît tous. Ils ont le rapport CIS, bucket S3 public, c'est rouge. Voilà, peu importe le contexte, il faut que ce soit vert. Donc, du coup, là, c'était pour chasser les buckets publics. Et du coup, là, c'était la requête qui nous sortait tous les buckets publics, et après, on faisait du cas par cas sur le deep dive. Le vrai retour d'expérience de ça, c'est que c'était un échec. Pourquoi ? Parce que quand j'ai quitté la mission, personne n'utilisait en fait. Parce que le code build il a dû péter une erreur à un moment donné, vu que c'est moi qui l'ai monté, j'ai beau faire une documentation où j'écris exactement tout ce que je viens de vous présenter là et plus. Mais personne n'avait mis mettre les mains dedans, ça n'intéressait personne.
À part la partie FinOps et tagging, vu qu'on court après les tags, etc., on connaît ces histoires. Et donc du coup, ils ont fini par l'abandonner. Mon retour, ma leçon sur ça, c'est que cette partie-là, tant qu'il n'y a pas de problème, qu'on n'est pas dans une méga grosse boîte où il y a une équipe sécu dédiée, en général c'est assez délaissé. C'est quand on a envie de faire des saving plans, ben ok, on ira faire à la mano sur les comptes un petit inventaire pour voir ce qu'on doit prendre ou pas. Et aussi, ben, les gens, on va dire, qui font pas d'AWS tous les jours, ils vont dire mais attendez, même AWS Config on l'a pas, nous on a Resource Explorer, le nouveau truc qu'ils ont sorti depuis la console, il y a la partie Resource Explorer, ça fait l'inventaire. Oui, mais tout ce qui est gratuit sur AWS, ça met 3 plombes. Donc c'est écrit dans la doc que ça met 36 heures pour mettre à jour l'inventaire. Ouais, bah, du coup, si vous voulez faire un inventaire et être à 3 jours près, c'est possible, mais sinon, c'est un problème. Du coup, moi, je trouve que je kiffe le produit. J'étais en relation, du coup, avec les équipes derrière. Moi, j'apprécie assez. Et sur la partie pricing, voilà ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est public aujourd'hui sur leur site. À l'époque, ils m'avaient donné un NDA. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est compute à la minute, le storage, la partie user. Et je pense que si c'est configurable, le fait que ça run quand on veut, toutes les 2 heures, toutes les 5 heures, toutes les 24 heures, tous les 3 jours, toutes les semaines. Et donc ce sera moins cher qu'AWS Config. Le retour que j'ai un peu, on va dire NDA, c'est que j'ai échangé du coup avec des équipes de Control Tower à AWS Config en disant que chez tous les clients on a cette problématique-là, que AWS Config ça coûte cher, et où la solution pour les clients. Et un autre client chez lequel on bosse en ce moment, le coût d'AWS Config était le même coût que Prisma Cloud. Donc moi, avant de voir ce use case-là chez un méga client, je me suis dit Prisma Cloud, c'est pas possible que ça coûte moins cher qu'AWS Config. Et c'était moins cher. AWS Config coûtait 500K l'année et Prisma Cloud coûtait 400. Donc du coup, on a désactivé AWS Config pour ce compte-là, et donc là ils ont Prisma, donc all-in, il y a de l'inventaire, il y a partie sécu, etc. Mais du coup, c'est pas impertinent de challenger, faire une solution commerciale, autre chose qui n'est pas proposée par AWS. Donc moi, quand j'ai eu le call avec la PO de l'équipe, je leur ai dit voilà, ce qu'il faut, c'est d'avoir Control Tower sans AWS Config, pouvoir provisionner des comptes sans avoir à se coller à AWS Config, et que la partie Security Hub, je ne sais pas si vous utilisez Control Tower, mais en gros, dans Control Tower, il y a un moment donné, il y a un carré rouge en disant si vous avez Security Hub, mais que vous inébellez un check AWS Config de Security Hub, mais qui n'appartient pas à Control Tower, vous avez payé Security Hub, vous n'allez pas pouvoir le voir dans Control Tower. À un moment donné, les gens, ils veulent un dashboard avec des couleurs et un inventaire et pouvoir faire des requêtes. Ça commence à être un peu compliqué le modèle. Et du coup, là, on revient sur le modèle tout pizza team, etc. Bon, on va pas critiquer AWS, c'est facile de critiquer. Moi, je trouve que du coup, l'inconvénient de ce modèle qu'ils ont de fonctionnement interne avec leurs équipes, ça crée on va faire un nouveau service, ok, on va se baser sur ce service-là, ce service-là. Ah oui, mais mince, on est en train de faire un produit concurrent. Du coup, on va facturer les deux, on va pas afficher la même chose. Bon, ce que les gens ils veulent, c'est un dashboard avec des couleurs. Et dans le pipe, c'est possible qu'il y ait ce genre de nouveautés à l'avenir, de pouvoir ségréguer. Mais j'imagine pas de miracle parce que AWS Config, j'imagine que ça représentait quelques milliards chez eux et c'est pas demain qu'ils vont l'arrêter. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, si vous voulez changer, ouais. C'est plutôt intéressant, plutôt, merci. Pour le coup, j'ai eu ce type exactement de mission comme toi il y a 1 an. Ouais. Et je me suis intéressé exactement à ce produit aussi. Donc j'avais à peu près le même constat que toi. Et j'ai découvert un autre outil aussi, qui est Cloud Query. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai testé vite fait et je trouvais que c'était moins bien que ça. Et bah ouais, pour le coup, mais par contre beaucoup plus orienté data. D'accord, ok. Et du coup, quand tu vas parler beaucoup plus data, pour le coup avec des bases de données, moi ça a beaucoup plus convenu à mon case. Ok. C'est pour ça que c'était feedback. Et dans l'organisation, etc., ça marche bien Cloud Query pour configurer, taper sur l'orga. Ok, bah, je regarderai, merci. J'avais passé dessus parce que je trouvais que, enfin, premier abord, le quick start, il m'avait pas convaincu. Alors en que retard là, en fait. Ok. Le projet est en retard. Alors là, ça devait évoluer, je sais pas, je suis pas remis les pieds dedans. Ouais. Mais les deux, en fait, Turbot était plus en avance pour le coup à l'époque. Et là, je pense ok, ils ont rattrapé le mais truc. pour le coup, ils n'avaient pas la partie data, l'autre l'avait. D'accord. Moi, c'était 2022-2023 après, là, ce que je dis. Donc, ok, ouais, cool, je regarderai du coup, merci. Cool. D'autres questions? Tu mets combien de temps à exécuter une query ou Franchement, c'est rapide. C'est rapide. Ouais, c'est rapide. Même si, franchement, même s'il y a 2-3 nodes derrière, ça sort direct quasiment, c'est quelques secondes quoi. Ouais, franchement, c'est un très bon produit et les développeurs, franchement, enfin, je les trouve costauds, moi. J'ai parlé avec eux,
c'est costaud Ça le répond projet vite. derrière. Ouais. Ça répond vite, même en issue GitHub. Ouais. J'ai eu des soucis et ça répondait instantanément. Quoi. Ouais. Ils ont sorti un nouveau truc là récemment que j'ai pas testé, c'est Flowpipe. En gros, la partie query, ils se sont dit ok, on a les queries, etc. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas proposer un produit qui fait des flows où on a fais-moi cette action sur Slack, après fais-moi cette action sur AWS, etc. en fonction de l'inventaire. J'ai pas testé, mais ça a l'air intéressant. Et du coup, leur produit principal c'est Guardrail et autour il y a ces produits-là. Et, mais ouais, je trouve ça pas mal. D'autres questions, remarques? Les autres, ça m'intéresse. Ouais. Vas-y, je t'en prie. C'est quoi l'échelle de compte que vous avez testé ça? Une organisation avec à peu près 100 cas par mois, donc du coup des milliers de ressources. Et ouais, c'est tout. Combien de comptes à peu près? 40 comptes, une quarantaine de comptes avec des milliers de ressources. Ouais, par contre. Tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas réussi à mettre ça dans une base de données. Est-ce que tu as essayé un moment juste, quand tu as envoyé du CSV après que tu envoyé sur sur S3? Est-ce que c'est envoyé sur S3 directement? Tu n'as pas plugé un Athena devant? Ouais, du coup j'ai essayé de faire ça. Et j'ai commencé à prendre toutes les tables de SteamPipe qu'il y avait dans AWS, donc une table c'est on va dire un service avec ses ressources. Et en fait, il y a plein de tables qui sont buggées. Parce que tu vas pas avoir de ressources, etc. En gros, j'ai pris table par table, je me suis dit, table par table, je vais faire CSV, et je vais plugger Athena dessus, et je vais tricher et contourner le fait que je peux pas faire une base. Mais j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, il y a toujours un mauvais if, et ça, en fait, le CSV, s'il y a une ressource qui crache, le CSV est craché, en fait. Il n'y a pas d'esquive. Je les ai tout tentés, enfin, tout ce que j'avais en tête. Et aujourd'hui, ça pourrait pas être considéré comme une erreur de jeunesse, et aujourd'hui, ils l'ont pas corrigé? Non, c'est fait exprès pour moi. Enfin, ils me l'ont dit clairement. J'ai poussé le truc dans Slack avec le dev et il m'a dit. Enfin, il m'a pas dit. Je lui ai dit, mais en fait, c'est par rapport à l'offre cloud que vous avez SaaS. Et là, il m'a dit, oui, c'est ça, c'est commercial. Quoi. Ouais, exactement. Je suis smart du coup. Parce que du coup, quand j'ai voulu faire dans Aurora, le truc de Foreign Data Wrapper, ils m'ont montré que dans Aurora, c'était pas dispo, dans RDS, c'était pas dispo l'option qui sont mis en place. Donc, même si je voulais le faire et qu'ils le permettaient, la feature n'existe pas dans RDS. Quoi. Du coup, l'intérêt c'était pour garder l'historique? Ouais, exactement. C'est ça. C'était quoi l'intérêt derrière d'avoir l'historique sur les ressources? En gros, le CTO était chaud sur la partie sécu. Il venait d'un motion CISO aussi, surtout qu'il avait zéro outillage sur la partie sécu, donc il savait pas qu'est-ce qui était déployé, etc. Et après, pour les rachats, le CTO aimait bien poser un beau diagramme de on a racheté ça, le pic de ressources, on est passé de 10 000 nœuds à 13 000 nœuds, voilà. Des sujets comme ça. Et la partie FinOps sur la partie tagging, pour taper sur le droit des ops, sur tag ça parce que ça coûte le plus cher. On n'a pas réussi à faire la requête parce qu'il n'y a pas le tag, mais avec SteamPipe, on a un semblant d'idée de combien ça coûte. On avait aussi le cas de faire des avant-après. Ouais, voilà. Beaucoup. Ouais, exactement. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Des bases de différentes dates. Pour justifier le coût. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, j'allais venir parce que dans le cas où tu squeezes complètement config, tu perds aussi la ressource timeline sur tes assets. Ah, exactement. Et la corrélation avec c'est ça. C'était le but de la base avec timestamp. Ah, c'est ça. Le truc dans CloudTrail, là, on peut cliquer sur le truc, on va dans config, l'historique. Ouais, c'était ça le but de tout retrouver ça. Mais pareil, config, si tu fais pas les checks sur les CIS, etc., au final, ça coûte pas si cher que ça. Ça dépend du. Si t'as un agrégateur, au final, ce que tu fais avec SteamPipe, tu peux le faire via l'agrégateur aussi, via les advanced queries. Ouais, complètement, ça dépend du use case client. Moi, j'étais dans le use case. Quand tu rajoutes les checks, oui, forcément, ça commence. Et surtout qu'on est dans l'ère où tout le monde va sur Ocase, donc en fait, ce use case là, je pense qu'il doit être chez beaucoup de gens, quoi, que ça scale et que ça coûte cher pour rien. Quoi. Et surtout qu'on peut pas dire dans le config, j'exclus EC2 pour ce compte, c'est j'exclus EC2 ou pas. Donc ça aussi, je trouve que c'est une feature qui devrait exister. J'exclus EC2 pour ce compte là parce que c'est le compte qui scale. Excuse-moi. Justement, si, alors déjà deux choses. Juste pour en revenir aussi, moi j'ai un problème aussi avec config, c'est même si tu peux faire des queries, alors pour rentrer dans la console, après dans le service, après aller dans le truc, machin, etc. Et c'est que c'est pas forcément, enfin faut être quand même assez CloudOps et. On revient à ce qu'il disait aussi, il y a l'aspect IAM où quand on board des nouveaux gars, des auditeurs, etc. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est la population finale, c'est qui en fait. Parce que là, tu vois, typiquement, tu as le côté où toi t'es parti, ça n'a pas été maintenu, etc. C'est vraiment un truc que je retrouve, c'est qu'en tant qu'archi,
on a tendance à venir, on met des outils, on met des trucs, etc. Mais derrière, après tu pars, il n'y a personne qui va l'utiliser parce que personne n'a ni la compétence, ni le background, ni c'est juste pas leur métier. Et c'est ça qui manque à certains services AWS. Je trouve que ça vraiment ce côté voilà, out of the box. Sont générés, mais même donnez-moi un dashboard facile que des gens qui sont pas techniques puissent ça nous évite de créer plein de trucs custom. Bon, ça nous donne du travail, hein. Ouais, exactement. On va dire ça. Mais le problème, c'est qu'après, quand on part, ces trucs-là ne survivent pas. C'est la première remarque. Et deuxième remarque, pour ce que tu viens de dire, le fait de pas d'enlever par exemple le C2 sur un compte quand tu fais un agrégateur. En fait, j'ai un client avec une grosse organisation de plus d'une centaine de comptes, et pour optimiser config, en fait, déjà on a effectivement fait le choix de ne pas activer partout, déjà entre les régions. Il y a certains comptes, on sait que voilà, il y a de la prod que dans une région, on va activer que dans une région. Et en fait, on a une configuration différente des... Tu sais, tu peux donner la liste des ressources à checker, à surveiller du recorder. Et donc du coup, par exemple, les ressources globales, elles sont vérifiées que dans la région US East 1, par exemple. Okay. Et après, on a défini vraiment un set de ressources qu'on veut surveiller. On ne veut pas tout surveiller, on surveille que ce qui nous intéresse. Donc il est possible, quand tu as mis en place tout ça, de dire ok, pour ce compte-là, bah voilà la liste, etc. C'est-à-dire, donc pour que je comprenne bien, parce que moi, dans un check que j'ai fait, pour moi c'était pas possible, peut-être je me trompe, c'est quand tu fais un agrégateur, tu peux dire... Non, c'est pas dans l'agrégateur. Ah, pas dans l'agrégateur, tu veux dire compte par compte. C'est quand je configure mon recorder, config, où je lui donne la liste des ressources à surveiller. Oh, mais quand tu configures le recorder, quand tu fais l'agrégateur, le recorder c'est le même pour tout le monde, non ? Non. L'agrégateur, lui, va juste récupérer les informations que vont t'envoyer tes comptes. Ah, tu veux dire que tu as une configuration recorder différente pour chaque compte ? Exactement. Ah, ok, voilà. Pardon. Ok, ouais, c'est vrai. Ok. C'est compte par compte qu'il faut y aller. Ouais, du coup, ça, je me suis dit, donc ça, c'était l'argument encore on sort de Control Tower, parce qu'on peut pas faire d'un Control Tower, ça, et du coup, on refait la main. Ah non, on n'a pas le temps, ça fiche. Je te rejoins sur Control Tower, c'est un produit pas fini. Ils ont voulu faire des choses que d'autres services font, parce que cette histoire de guardrail, etc., je suis désolé, mais il y a Security Hub qui est là pour le faire, c'est son travail, il le fait très bien. Et bon, désolé, ça va être enregistré, mais Control Tower, c'est nul. Ah oui, j'assume, je le signe. Non, c'est sûr. On peut le couper. Je peux censurer ça. Toi, tu vas disparaître. Dans le temps sac. D'autres questions, on va rajouter dans la liste d'ailleurs les NAT Gateway, le prix. Tout ça, le contenu un peu à Query Queen, là, on met tout dans un talk. Bon, mais merci. S'il n'y a pas d'autres questions, c'était cool l'échange. Merci. Merci.